Donc, bonjour, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est bon là, si on est bien en ligne, ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à ce webinaire organisé par le comité RPS QVT donc du Var sur le thème aujourd'hui de ce webinaire qui est inaptitude, handicap et travail. Donc, le programme est chargé et très intéressant. Enfin, en tout cas, on espère que ça va correspondre à vos attentes. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Evelyne Villadoma, donc, du comité RPS QVT et de la DEST du Var, qui va introduire ce webinaire. Bonjour à tout le monde. J'apparais pas. Nous sommes en direct. Je vais donc, si vous m'entendez, je vais partager tout de suite mon diaporama. Comme ça, on va pouvoir commencer. Je suis Evelyne Villadoma, je suis de la DEST du Var, je suis directrice adjointe et je suis en charge du pilotage du comité RPS du Var qui organise 2 webinaires chaque année. Et dans la suite de la semaine du handicap, on a souhaité parler de ce thème inaptitude, handicap et travail. Parce que le handicap, l'inaptitude sont en lien étroit avec les RPS et leur prévention. Donc, nous avons des situations qui sont des situations où il faudrait améliorer le maintien dans l'emploi des accidentés de la vie. Le maintien dans l'emploi des accidentés de la vie, ça pourrait être l'autre thème de cette matinale, parce que il serait nécessaire de pouvoir améliorer, faire en sorte que les gens qui ont un accident de la vie, quel qu'il soit, ils puissent rester dans leur emploi plutôt que d'être licenciés suite à une inaptitude. Donc, on a le maintien dans l'emploi, c'est vraiment un enjeu du 21e siècle, et ça pour 1001 raisons. Parce qu'il y a tout un tas de facteurs dans la vie de tous les jours qui peuvent nous amener tous à être dans une situation où on n'est plus dans le même état qu'avant l'arrivée de cette situation. Et pourtant, il faut bien gagner sa vie, hein. Donc, travailler sur le maintien dans l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, il y a des mesures qui existent dans les textes, qui sont des mesures qui sont complémentaires. Quelques exemples, on a des textes déjà anciens qui évoluent périodiquement, qui fixent l'obligation d'emploi des salariés handicapés dans les entreprises. Quand je suis rentrée dans les services en 1982, c'était 10%. C'est passé à 6% par la suite. Les entreprises qui n'ont pas leur quota de salariés handicapés versent une contribution financière. Et les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'aides financières et techniques. Donc, il existe, et puis les intervenants vont développer ces sujets-là, tout un panel de choses destinées à permettre de développer l'emploi des salariés handicapés. C'est dur pour des gens qui sont victimes de handicap de rentrer dans l'emploi. Mais c'est dramatique que des situations qui sont des salariés qui sont déjà en emploi ne puissent pas rester à leur poste de travail. Donc là aussi, il y a des choses qui existent avec des aménagements de poste, et on va voir un exemple d'aménagement de poste qui a été réussi.
Pour ça, il y a des choses à mobiliser. On peut recourir à la formation avec des spécialistes qui connaissent bien le sujet et qui vont aider les entreprises à faire un diagnostic et à participer euh, à la réorientation des salariés. Ensuite, il y a évidemment l'idéal, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas victimes de handicap lorsqu'ils sont en emploi. Et l'évaluation des risques et les aménagements tout au long de la vie, la formation tout au long de la vie pour permettre ces replacements internes et externes sont plus que jamais d'actualité. Le licenciement pour inaptitude, qui est un peu la règle aujourd'hui, c'est une solution de facilité. Et vraiment, il y en a beaucoup. Virginie Serrière vous parlera un petit peu de l'évolution ces dernières années des, des inaptitudes, mais c'est vraiment une source de progrès qui se trouve dans le maintien dans l'emploi et dans les aménagements de poste. Donc, cette préoccupation, elle est d'actualité. On la retrouve dans des textes, hein. On la retrouve dans les plans santé-sécurité qui se succèdent, qui sont des plans pluriannuels. On la retrouve dans la loi sur la prévention en santé au travail du 2 août. Et donc, il y a des champs vraiment de progrès. La matinale d'aujourd'hui, elle est consacrée au maintien dans l'emploi, hein, ou à l'arrivée dans l'emploi de handicapés. En début d'année prochaine, nous reparlerons de la prévention des risques professionnels. On a souhaité faire cette matinale en 2 fois. Car il faut à tout prix éviter l'usure professionnelle, qu'elle soit physique ou psychique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'inaptitude suite à une exposition aux risques RPS, hein, aux risques psychosociaux. Et il faut tout faire avec le recul de l'âge de la retraite en plus de ça pour que les salariés arrivent à la retraite en état et qu'ils soient capables d'en profiter. Donc, l'investissement dans l'homme, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, c'est tous ces sujets qui vont être abordés au cours de cette matinale de la façon la plus vivante possible, j'espère, avec des témoignages. Donc, j'espère que vous aurez la possibilité aussi de poser des questions via le chat. On a déjà des discussions qui commencent. Donc, je laisse la parole à Marc qui va présenter les intervenants suivants. Marc, on ne vous entend pas. Excusez-moi, voilà. Merci Evelyne donc, pour cette introduction. Donc, avant d'aller sur les témoignages et de présenter les intervenants, je vais donner la parole à Virginie Serrière de la CARSAT Sud-Est, qui va introduire, je dirais, la thématique à partir de quelques données quantitatives. Et ensuite, nous passerons au témoignage. Donc, la parole est à Virginie Serrière. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Virginie Serrière, contrôleur de sécurité à la direction des risques professionnels de la CARSAT Sud-Est. Et donc, je vais effectivement introduire quelques données en faisant un focus sur les données qui me concernent plus personnellement, en tout cas dans le cadre de ma mission, puisque je ferai aussi un focus sur la partie risque professionnel rapidement, sachant qu'effectivement, comme l'a dit Evelyne, une seconde thématique, une seconde matinale sera consacrée à cette problématique des risques professionnels en lien avec les inaptitudes. Donc, je partage. C'est bon, ça apparaît bien à l'écran?
C'est parfait. En diaporama. Oui, ça arrive. C'est bon pour vous? Très bien. Donc, voilà, l'introduction avec quelques données quantitatives. Donc, avant de donner quelques données, c'est le cas de le dire, il paraissait nécessaire et essentiel en fait, de redéfinir ce que c'était qu'une aptitude médicale au poste de travail pour bien en comprendre aussi les enjeux et puis comment intervenir sur ce processus de maintien dans l'emploi que vient de décrire Evelyne. Donc, l'inaptitude médicale au poste de travail constitue un avis qui est prononcé par l'acteur principal, le médecin du travail, dès lors que celui-ci constate que l'état de santé physique ou mental d'un salarié est devenu incompatible avec son poste de travail ou avec le poste qu'il occupe. Donc ça, c'est la définition effectivement du ministère du Travail de 2017, à savoir que sur cet état physique et mental, les inaptitudes effectivement peuvent représenter des pathologies qui sont d'ordre non professionnel, telles que les maladies chroniques évolutives par exemple, ou également des inaptitudes en lien avec des pathologies professionnelles. Et dans ce cadre-là, le médecin du travail doit mettre en place un dispositif pour effectivement agir sur ce processus de maintien dans l'emploi, notamment en mobilisant les acteurs. Différents acteurs sont impliqués dans ce processus et avant tout l'employeur, puisque celui-ci a l'obligation, comme disait Evelyne tout à l'heure, de maintien dans l'emploi et de aussi mettre en place des actions de prévention pour conserver et préserver la santé et sécurité des salariés. Donc, ces enjeux, effectivement, sont multiples et pour cela, le médecin du travail, en lien avec le salarié et l'employeur, vont effectivement pouvoir mobiliser un ensemble d'acteurs sur des volets qui sont très individuels, en lien avec des structures telles que la MTPH, la GFIP, Cap Emploi. Ces éléments de maintien dans l'emploi, ces structures de maintien dans l'emploi vont avoir effectivement une approche individuelle auprès du salarié, en lien aussi avec le salarié et son médecin généraliste, qui a aussi un rôle important à jouer dans ce processus. La CARSAT, qui dispose aussi d'un service social pour effectivement mener et être un relais dans l'ensemble de ce mécanisme. Et quand effectivement il s'agit de pathologies professionnelles, il y a aussi d'autres structures telles que la CARSAT Sud-Est, notamment sur son volet prévention des risques professionnels, qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer en amont, en prévention, pour effectivement agir sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec ces inaptitudes. Donc, je fais juste une petite aparté. Il existe aujourd'hui un site internet qui est le site PACA, qui effectivement est intéressant dans le sens où il regroupe l'ensemble des acteurs, en fait, avec les rôles, les missions de chacun, les relais sur lesquels vous pouvez effectivement vous appuyer et qui reprend donc du coup l'ensemble de ce dispositif avec des outils à disposition. Et voilà, je vous invite vivement pour rentrer dans le détail des rôles, les missions et des acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, de consulter ce site qui est spécifique à la région PACA. Quelques données statistiques. Donc là, je fais un focus sur les pathologies non professionnelles, notamment avec celles qui concernent les maladies chroniques évolutives. La difficulté, effectivement, des maladies chroniques évolutives, c'est qu'elles nécessitent effectivement une prise en charge sur plusieurs années dans le temps, et d'où la question, effectivement, de la compatibilité avec le maintien au poste de travail. Aujourd'hui, 20% de la population française est atteinte d'une maladie chronique évolutive, type cancer, diabète, maladie mentale, hépatite et voilà, d'autres maladies de cette nature. Et ça représente en France 4,4 millions de personnes qui sont effectivement concernées, dont 1,7 pour ce qui concerne les cancers. Sur 80% des personnes qui sont en emploi, au moment où en fait la maladie va être diagnostiquée, ce qui est en charge est de diagnostic, un tiers des personnes perdent leur emploi ou sont en arrêt maladie. Donc un chiffre important et d'où la nécessité effectivement de mobiliser tous ces acteurs pour accompagner et réduire et voire effectivement éviter d'en arriver à cette perte d'emploi et ces arrêts maladie. Enfin, 80% de ces maladies chroniques ont des effets aussi invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas perceptibles dans l'environnement de travail, et d'où la difficulté, effectivement, si elles ne sont pas repérées, identifiées, de les prendre en
charge. Donc, un gros travail aussi à ce niveau-là. En PACA Corse, on recentre un petit peu le périmètre. Les avis d'inaptitude sont en augmentation. Pour reprendre quelques données, entre par exemple 2000, ces données en fait ont plus que doublé, puisqu'on passe de 7000 cas d'inaptitude totale prononcés et motivés en 2014 à 17 500 en 2016. Sur l'année 2018, 19 286 avis d'inaptitude, alors avec une demande d'aménagement de poste, donc ce n'est pas forcément des inaptitudes totales, mais qui effectivement nécessitent de mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire ce maintien au poste de travail. En 2016, un taux d'emploi des travailleurs handicapés de 3,9%. Donc, ce que disait tout à l'heure Evelyne, cette obligation de 6%, on voit bien qu'on est en dessous. Des éléments effectivement aussi par Pôle emploi qui identifient qu'en 2017, 4 272 personnes inscrites à Pôle emploi sont effectivement inscrites suite à des inaptitudes physiques, avec encore une augmentation aussi en 2018, puisque 5030 personnes inscrites sont effectivement inscrites dans le cadre d'une inaptitude, et ce qui représente en fait ces chiffres de 5000 personnes inscrites à Pôle emploi suite à une inaptitude, près de la moitié qui effectivement sont de nature physique. Alors, pour faire aussi un focus un peu plus spécifique, on a extrait des données du rapport présence établi en 2019, qui en fait a mené une étude sur la région PACA en 2017 pour essayer d'identifier les origines des avis d'inaptitude médicale au poste de travail. Donc, dans cette étude, 2779 cas d'inaptitude ont été étudiés afin de recenser statistiquement celles qui effectivement étaient avec des pathologies, des maladies chroniques et des handicaps, liés à ces pathologies-là. L'étude a mené aussi un travail pour identifier les facteurs socio-professionnels en jeu dans ces inaptitudes, mais également aussi recenser les pathologies qui sont susceptibles d'être d'origine professionnelle. Donc, sur les 2779 cas d'inaptitude prononcés, ce que l'on peut effectivement mettre en évidence, c'est que plus de la moitié sont effectivement d'origine professionnelle, puisque sur les 2779 cas, 1450 concernent effectivement des inaptitudes d'origine professionnelle, avec essentiellement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, au niveau des pathologies non professionnelles, ça représente à peu près 40% de ces inaptitudes. D'où la nécessité d'agir donc dans ce processus pour maintenir en emploi et dans l'emploi, donc avec à la fois les acteurs de l'ensemble effectivement des dispositifs que je vous ai montrés tout à l'heure sur les interventions individuelles auprès des salariés, mais aussi avec un facteur des risques professionnels pour effectivement limiter, réduire et faire de la prévention de l'inaptitude, une prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le focus sur l'origine professionnelle de ces pathologies, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que dans 53% de ces origines professionnelles, 45% à peu près sont d'origine musculo-squelettique et 43% concernent des psychopathologies. De fait, agir effectivement sur le processus de maintien dans l'emploi, c'est aussi agir sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux en entreprise. Très rapidement, je vous présente effectivement ce qui me concerne, les données statistiques issues de la CARSAT Sud-Est concernant l'évolution de la sinistralité et des accidents du travail, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc, on observe effectivement en PACA Corse une évolution significative effectivement des accidents du travail. En 2019, plus de 5500 accidents du travail avec arrêt ont été identifiés et déclarés. Et dans ces 5000 accidents du travail, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que la moitié effectivement concerne des accidents liés aux manutentions manuelles et donc, a fortiori, sur du plus long terme, à des troubles musculo-squelettiques. Et on peut aussi relever dans ces données de sinistralité que 4% des accidents du travail concernent des risques psychosociaux.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, ce que l'on observe aussi, c'est une évolution des maladies professionnelles donc, en région et en France, de façon générale. Et 83% en fait, des maladies professionnelles déclarées, notamment en 2019 en région PACA, eh ben, sont effectivement des maladies professionnelles qui concernent les troubles musculo-squelettiques. Pour faire juste le lien sur la partie risque professionnel, puisque cette partie sera effectivement abordée dans une seconde thématique, je vous rappelle effectivement que pour agir sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, la direction des risques professionnels et de l'accompagnement social de la CARSAT en fait, dispose en fait de missions pour aborder effectivement de façon collective, une approche collective en entreprise, les situations de travail pour effectivement agir sur les risques professionnels. Donc, les missions des risques professionnels de la CARSAT, c'est d'accompagner l'entreprise, l'employeur et les salariés de façon à leur permettre de mettre en place des actions de prévention pour réduire justement ces accidents de travail et ces maladies professionnelles, avec des actions qui sont menées au niveau national. On a une action qui est notamment ciblée sur les TMS, l'action nationale TMS Pro, qui concerne donc toutes les CARSAT en France. On a aussi des actions qui permettent d'accompagner les entreprises sur la prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux, pardon, donc pour faire le lien avec les éléments précités. On a aussi au sein de la direction des risques professionnels et de l'accompagnement social le service dédié à l'approche sociale individuelle du salarié en inaptitude, notamment sur des actions d'accompagnement des personnes fragilisées par un problème de santé, de handicap ou d'accident, pour effectivement mettre en place des actions et effectivement prévenir la désinsertion professionnelle et la perte d'autonomie. Ce qui était aussi important de souligner, c'est dans tout ce processus des actions en fait, de partenaires institutionnels, que sont l'inspection du travail, les services de santé de travail, les CARSAT en région, qui sont mobilisés pour effectivement agir ensemble sur les TMS, notamment dans les TPE, les toutes petites entreprises, mais aussi avec des axes de travail en lien avec la prévention de la désinsertion professionnelle. Par ailleurs, un article est sorti effectivement sur la Provence en septembre pour effectivement reprendre, il précise notamment les actions menées sur ces organismes institutionnels en lien avec les problématiques d'inaptitude. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je laisse la main maintenant et la parole à Marc Jourdan pour introduire les témoignages des acteurs du maintien dans l'emploi avec des actions réussies. Merci. Je vous remercie. Merci bien, Madame Serrière. Donc, effectivement, maintenant, on va passer à la partie des témoignages. Donc, il y a 2 témoignages qui sont prévus. Donc, un premier témoignage par l'AIST 83, donc la médecine du travail, en collaboration avec l'entreprise Casino. Et ensuite, on aura un second témoignage du Cap Emploi 83. Donc, pour ce qui est du premier témoignage, donc, nous allons avoir l'intervention d'un médecin du travail, qui est le docteur Sandrine Julien, qui est accompagné donc d'un salarié de l'entreprise Casino, monsieur Jean-Paul Billerac, et également monsieur Arnaud Agius, qui est le directeur du Casino, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, mais qui s'exprimera à travers une vidéo qui a pu être enregistrée, afin qu'on ait également son point de vue. Donc, je rappelle que si vous souhaitez poser des questions, il y a possibilité par le chat de poser des questions, et les intervenants ou les membres du comité y répondront volontiers. Donc, je donne la parole au docteur Sandrine Julien. Et en fait, à travers 2 questions, à quel moment avez-vous été sollicité et par qui, et comment vous avez donc procédé pour ce travail d'évaluation? Bonjour à tous, donc je suis le docteur Julien. Je vous présente donc Jean-Paul Billerac, qui est à côté de moi, et Séverine Hidek, qui est l'assistante de Cavalaire, qui a été aussi très impliquée dans ce matin dans l'emploi. Donc, je vais vous partager.
Alors, donc, l'action s'est déroulée donc, au casino de Cavalère, qui est un casino de jeu. Donc, le contexte, c'est c'est passé sur le restaurant du casino de jeu de Cavalère. Donc, c'est un restaurant qui peut accueillir à peu près 50 couverts. Et il y a 6 salariés qui travaillent sur la partie restauration. Le poste de travail du salarié, c'est chef de rang. Et donc, l'histoire de ce monsieur, c'est qu'il a eu donc un accident de la route, un accident de moto, en venant travailler, donc un accident de trajet le 17 août 2016. Cet accident donc, a entraîné un polytraumatisme sévère qui a conduit à une amputation de son membre inférieur droit en dessous du genou, qui a nécessité la mise en place d'une prothèse. Il a été hospitalisé en centre de rééducation pendant 1 an à la suite de cet accident. Donc, le déroulé de la prise en charge pour notre service de santé au travail, donc le 31 janvier 2017, il est reçu par nos services en visite de pré-reprise à son initiative. Et cette initiative a été impulsée par l'assistante sociale du centre de rééducation. Donc, à l'époque, il se présente, il n'a pas encore sa prothèse, il est en fauteuil roulant. Donc, il y a une fiche de liaison qui est établie entre l'AIST 83 et le Cap Emploi, et on met en place donc, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais à ce moment-là, il est encore trop tôt pour parler de reprise, et donc on met en place ça. Voilà. Moi, je le revois donc, pour une nouvelle visite de pré-reprise à son initiative en septembre 2018, donc 1 an et demi après. Et là, donc, ça me permet d'échanger avec lui, de l'examiner cliniquement pour évaluer ses capacités résiduelles. À l'issue de cette rencontre avec le salarié, je rencontre aussi l'employeur pour échanger sur quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire. Je me rends donc, évidemment sur son poste de travail, et donc, ce qui permet donc d'évaluer la situation. Donc là, on décide que c'est possible de reprendre, et donc on tentera une reprise d'abord sur un mi-temps thérapeutique dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et sur le service du midi uniquement. Donc lors de la visite de reprise, les choses sont décidées ainsi. Donc il fera un mi-temps, 4 heures par jour, 5 jours sur 7, avec 2 jours de repos consécutifs pour lui permettre de pouvoir récupérer. J'ai demandé que l'attribution du vendredi dans ces 2 jours de repos, car c'est le jour où il consulte son prothésiste, parce qu'au départ, le problème de la prothèse et de la tolérance de la prothèse sur le moignon est compliqué, et des ajustements sont nécessaires de façon très, très régulière. Bien sûr, il y a un aménagement de poste qui est demandé avec une décharge de la manutention lourde, pour tout ce qui est réception, la cave, etc. Je le revois 1 mois après, puisque j'ai toujours l'habitude de revoir les gens quand les visites sont un petit peu, les reprises sont un petit peu compliquées. Donc, je le revois pour évaluer la situation, voir si tout se passe bien. Et là, donc, je demande un aménagement supplémentaire par rapport à l'autorisation d'utiliser les toilettes clients situées à proximité de la salle, car M. Bilorac a besoin, au cours du service, de pouvoir remettre sa prothèse, de temps en temps qui peut se décaler ou ce genre de choses. Et les toilettes salariées sont trop à distance de l'endroit où ils travaillent. Donc, aucun problème, bien sûr, c'est accepté par l'employeur. Voilà, et je le revois donc après en janvier 2019. Là, donc, je constate une très bonne adaptation à son poste de travail, une bonne intégration dans l'équipe, et donc on demande l'attribution d'une pension d'invalidité pour pérenniser le travail à mi-temps. Voilà, donc on va entendre M. Bilorac maintenant pour son témoignage. Voilà, et après on verra le film avec l'employeur. Bonjour, je me présente, Jean-Paul Bilorac, je travaille au casino de jeu de Cavalère, accidenté, comme l'a dit le docteur Julien, en août 2016.
passé un an en centre de rééducation et avec différentes interventions chirurgicales à la Timone, notamment fracture du fémur, ce qui m'a cloué des fixateurs externes sur le tibia et le péroné, qui m'a obligé à rester en fauteuil roulant pendant plus de 8 mois en centre de rééduc. C'est pour ça que j'ai eu la prothèse très tardivement, avec un appui partiel 5 kg par 5 kg jusqu'à mon poids de 80 kg. La médecine du travail a pris contact avec moi alors que j'étais encore en centre de rééduc en chaise roulante, de manière précoce, ce qui a été un bienfait, puisqu'aujourd'hui, j'ai pu reprendre le travail dans de très bonnes conditions grâce à la médecine du travail et à tous les acteurs de santé, milieu hospitalier ou administratif. Aujourd'hui, au moment de ma reprise, il y a eu quelques ajustements à faire. J'ai pris contact avec le docteur Julien et ça s'est naturellement fait et rapidement, avec une bonne entente entre la direction du Casino de Jeu de Cavalère et la médecine du travail. Aujourd'hui, je ne travaille que 20 heures par semaine. J'ai encore pas mal de soucis de prothèse, d'adaptation technique et physique, psychologique. Il faut que je suive des séances de kiné de manière bi-hebdomadaire pratiquement. Donc, tout ça me convient très, très bien. Psychologiquement et socialement, c'est très, très important de pouvoir reprendre le travail. Et physiquement, parce que tout est lié en fait. Si vous avez des problèmes psychologiques, ça va jouer sur votre physique. Si vous avez des problèmes physiques, ça va jouer aussi sur votre psychologique. D'où mon suivi psycho. Et, je crois que je vais voir ma psychologue toutes les 2 semaines afin de parler de mes problèmes, vider un peu mon sac, parler de mes frustrations, parce que le handicap, c'est quand même assez frustrant. Ça me permet aussi d'avancer, de rester enfermé dans un centre de rééducation, même si c'est le meilleur centre de rééducation, le centre Léon Bérard à Gien, là-bas, hier, l'Almanar. Le fait d'être enfermé, quand vous ressortez dans la vie normale, dans la vie sociale, vous avez tendance à vous sentir légèrement oppressé et agressé par la société environnante, que ce soit dans le monde du travail ou à l'extérieur d'ailleurs. Donc, ce suivi psychologique est indispensable, je pense, à un bon retour dans la vie professionnelle. J'appelle tous les personnes dans mon cas, que ce soit psychologique ou physique, comme problème cognitif ou autre, à vraiment suivre assidûment ces suivis psychologiques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis un peu là. Oui, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a, avec le recul que vous avez maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre travail, je dirais, dans les relations de travail, dans la manière de… Voilà, qu'est-ce qui a changé entre l'avant et puis l'après, quoi? En tant que serveur, aujourd'hui, je n'oublie pas de ramener le sel et le pain. J'essaye de faire qu'un seul trajet. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, au niveau humain, au niveau contact avec mes collaborateurs, ça s'est toujours très, très bien passé et ça se passe encore mieux. Voilà. Donc, ça se passe très, très, très bien. D'accord. Et votre participation, enfin vos échanges avec le médecin du travail, comment ça s'est passé? Bon, la médecine vous a fait des préconisations, vous les avez testées, il y a eu des phases d'essai. Enfin, comment se sont passés les échanges, je dirais, entre vous et le médecin? Excellemment bien, excellemment bien. Je crois que la première fois que j'ai rencontré la médecine du travail, ce n'était pas le docteur Julien, c'était l'ancien médecin du travail. J'étais en chaise roulante, j'étais légèrement traumatisé crânien aussi. Ça s'est très bien passé. Je crois que ma sœur m'a ramené le Léon Bérard jusqu'à Cavalère par ses propres moyens, parce qu'il n'y a pas de prise en charge dans ces cas-là, de transport. Ça s'est très bien passé, ça m'a permis un peu de remettre un pied dans la vie normale, entre guillemets. Et ensuite, quand ma situation s'est améliorée, j'ai pu recommencer à marcher grâce à un travail des personnels de santé
mon prothésiste Vincent Pavlovski là, de Carqueiranne, je fais un peu de pub, il est au top, quoi. C'est devenu un ami, évidemment. La relation de confiance entre les prothésistes et les patients. Hein. J'ai pu reprendre contact avec la médecine du travail. Bon, après, j'ai rencontré les gens de la GFIP, de la SAMET, de l'assistance sociale de MDPH. Vraiment, il y a toute une chaîne de santé qui s'est mobilisée vraiment pour pouvoir m'aider à pouvoir reprendre une vie quasi normale. Voilà, et la médecine du travail a été vraiment un des fondements de ma reprise, en fait, hein, dans le cadre professionnel, entre autres. Et vous avez eu aussi un changement, je dirais, dans votre équilibre vie professionnelle, vie privée? Tout est en relation. Oui. Tout est en relation. Donc, quand vous êtes amputé tibial comme moi, pour avoir une vie normale avec ma compagne, il a fallu que j'adapte un peu. Avant, j'étais très sportif. Je le suis toujours, mais beaucoup moins. J'ai toujours des sautes d'humeur. Accepter le handicap, c'est pas chose facile. Hein. Moi, je l'ai accepté. Hein. Je l'ai accepté. J'essaie d'aller de l'avant, mais toujours positiver, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. On a des coups de blues aussi. Il faut savoir gérer tout ça. D'où l'aide psychologique aussi dans ce cas-là. D'accord. Alors, j'ai une question là qui apparaît sur le chat. Quelles sont, selon vous, les conditions de réussite pour une reprise après un accident de ce type? Beaucoup de volonté, déjà. Et surtout, il nous faut vraiment une aide la plus précoce possible par les services sociaux et médicaux. Quoi. Vraiment, il faut qu'il y ait vraiment une chaîne entre tous les maillons du milieu de la santé et du travail, bien sûr en relation avec l'employeur. C'est primordial. Que ce soit MDPH, GFIP, SAMET, médecine du travail, psycho, médecin, employeur. Il faut vraiment que cette chaîne soit solide. Et ce n'est pas toujours évident vu le manque d'effectifs dans toutes ces cases. Qui est aussi un problème. Vous ne pouvez pas tout gérer non plus, c'est impossible. Hein. Je sais qu'il y a une assistante sociale pour un bâtiment comme Montclair, une deuxième, elle ne peut faire que les ébauches des dossiers, quoi, que les ébauches. Donc, éperdument de personnel ou dans les hôpitaux, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vraiment, c'est vraiment que ce soit une chaîne solide pour pouvoir aider aux personnes en situation de handicap de pouvoir reprendre le travail. Et cette chaîne-là, que nous ne maîtrisons pas forcément parce que c'est très, très compliqué pour un patient. Pouvoir ne pas commettre d'erreurs, parce qu'on peut commettre des erreurs entre tous ces maillons de la chaîne. Il faudrait peut-être que les patients en situation de handicap aient un fil rouge à suivre, très, très clair, plus clair qu'il ne l'est, afin de suivre chaque étape de son évolution personnelle et de la comprendre. Ça, c'est parce que bon, il faut pratiquement sortir de Polytechnique pour arriver à gérer tous ces maillons administratifs aussi. C'est assez compliqué. Surtout qu'on est légèrement traumatisé crânien comme moi. Okay. Mais non, j'ai bien récupéré hein, intellectuellement. Au début, j'avais peut-être une mémoire qui se limitait à 10 minutes. Il fallait que je note toutes les questions, les réponses, etc. Et ma compagne, évidemment, m'a énormément aidé. Quoi. Les conjoints aussi sont extrêmement importants. En général, il y a beaucoup de divorces quand il y a des situations de handicap qui se présentent. Donc, les conjoints aussi, il faut vraiment qu'ils soient pris dans l'acte d'accompagnement. C'est extrêmement important. En tant que patient, vous êtes vraiment pris en charge, vous êtes dans un cocon médical, vous êtes vraiment surprotégé et les accompagnants se retrouvent livrés à eux-mêmes avec tous les problèmes
que ça peut occasionner. Et c'est vraiment pas facile. Il faut aussi penser à eux. Hein. Ils font partie de cette chaîne médicale aussi, hein, quelque part. Ok. Eh bien, écoutez, merci bien pour ce témoignage et pour la sincérité, la manière dont vous l'avez exprimé. J'ai sur le chat une félicitation pour l'accompagnement de ce monsieur de la part des différents interlocuteurs, dont l'AIST 83. Donc, ça apprécié ce qui est présenté là. Donc, là, on va avoir en complément donc, le point de vue hein, du directeur du casino à travers une vidéo. Donc, je vous redonne la main, docteur, pour qu'on puisse visualiser ce témoignage. Merci à vous. Merci, M. Bilrak. Moi, ce que je veux dire quand même, c'est que M. Bilrak est quelqu'un d'extrêmement volontaire et que ça aussi, ça compte dans la réussite du maintien dans l'emploi. Et vous allez voir maintenant donc l'employeur qui aussi a été extrêmement collaboratif, présent et très investi, impliqué dans ce reclassement, hein, dans ce maintien. Bonjour Monsieur Ajus, on est ici aujourd'hui puisque vous êtes le directeur du casino de Cavalère, au profit donc du maintien à l'emploi d'un de vos collaborateurs qui a subi donc un accident assez grave en 2016 et qui à ce jour est toujours dans votre effectif. Et dans cette mesure-là, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi ça vous a été profitable de garder ce salarié dans vos équipes. Est-ce que vous pourriez nous dire alors, quelques mots? Donc Jean-Paul a eu cet accident dramatique il y a quelques années. Ça faisait déjà longtemps qu'il travaillait avec nous. Et bien entendu, pour nous, c'était hors de question de nous passer de lui. Donc ce qui a été important, c'est effectivement la prise en charge très en amont de la médecine du travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que le jour J, le jour où le salarié revient à son poste de travail, tout est prêt, tout est OK. Et je dirais presque que la situation, elle est transparente. C'est-à-dire que le jour où il revient travailler, il est sur le planning et c'est un salarié comme n'importe quel autre salarié. Tout est adapté déjà, tout est prêt, chacun sait ce qu'il a à faire. En l'occurrence, Jean-Paul savait ce qu'il devait faire. Il connaissait ses limites, même s'il les repousse régulièrement. On les connaissait aussi. Mais voilà, il faut bien comprendre que plus on prend le problème en amont et plus le jour J, ça déroule. Voilà. Et puis c'est aussi important pour le salarié parce que il revient sans angoisse, sans stress, sans fonction de ce qui arrive à la personne. Jean-Paul vous expliquera ce qui lui est arrivé s'il a envie de le faire. Mais fonction de ce qui arrive à la personne, c'est déjà suffisamment lourd et difficile comme ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était enlever le plus de petits points négatifs possible pour vraiment ce jour-là. Il se concentre sur... il a déjà le souci avec lequel il a dû réapprendre à vivre. Voilà, tout ce qui vient parasiter autour, tout ce qu'on peut enlever, il faut l'enlever. Donc on peut dire que la visite de pré-reprise, c'est le terreau de la prévention de la désinsertion professionnelle. Absolument, et parce que vraiment tout est pris en amont et il y a un véritable suivi. Il y a des visites et des visites et des visites pour vraiment arriver au final à avoir... à mettre en place le maintien à l'emploi, les aménagements de poste nécessaires pour que l'employeur ait la facilité après de mettre en application l'organisation du travail, le collectif du travail. Donc justement, le collectif du travail dans ces aménagements de poste, est-ce qu'on peut dire que pour vous, ça n'a pas été un point noir ou difficile? Non, absolument pas. Absolument pas. Déjà, je pense que l'équipe avait eu un choc quand Jean-Paul a eu son accident. Donc tout le monde attendait un petit peu qu'il arrive. Et puis après, il y a cet esprit de cohésion, de groupe qui s'est mis en place autour pour des opérations qui peuvent être des opérations de port de charge lourde, même si Jean-Paul a toujours tendance à faire, je dirais, comme avant.
Mais bon, il sait très bien que son corps va le rappeler à l'ordre de temps en temps. Mais tout est quand même relativement fait en amont pour pas qu'il ait le besoin de le faire. Voilà. Pour pas qu'il ait le besoin de le faire. Sans que ça les pénalise eux et qu'ils se sentent en surcharge. Non, ça ne pénalise personne. Quand il y a une bonne équipe, comme c'est le cas chez nous ici au restaurant ou dans d'autres services, ça fonctionne parfaitement bien. Ça fonctionne parfaitement bien. Il faut juste, en fait, c'est toujours pareil, il faut leur laisser un petit peu d'autonomie dans cette gestion-là. Et ils arrivent très bien à se gérer entre eux. Ce sont des grandes personnes, ils sont tous responsables. Donc ils arrivent très bien à se gêner d'entre eux, à se gérer entre eux. Je n'ai pas besoin particulièrement de mettre le nez dedans. Ça tourne très bien comme ça. Alors en termes de clientèle, pour vous, c'est aussi une fierté d'avoir pu conserver... Ça fait 1 an que les clients nous demandaient quand est-ce que Jean-Paul allait revenir, quand est-ce que Jean-Paul revient, quand est-ce que Jean-Paul revient. Et puis un beau jour, ils ont eu la surprise de voir Jean-Paul revenir sur des horaires qu'il faisait habituellement, la journée du dimanche, où les gens... et je pense même qu'il y a des gens qui ne venaient au restaurant que parce qu'ils aimaient bien venir discuter avec Jean-Paul, et puis que c'était ce petit moment-là, parce que depuis le temps, il les connaît tous, il connaît leurs habitudes, il connaît un peu leur vie, donc il a un mot différent pour chaque table, et puis voilà, donc c'était une plus-value en plus pour nous de le voir revenir. C'était une plus-value globale. Voilà. Nous, on était contents qu'ils reviennent. On s'était même donné pour objectif qu'ils reviennent dans les meilleures conditions possibles, et pour une raison aussi très simple, c'est que les fondateurs de ce casino, comme de nos autres casinos français, c'est dans leur esprit. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber les gens qui travaillent pour nous et avec nous. Voilà. On ne les laisse pas tomber. Ils ont un coup dur. On est là, on apporte tout le soutien qu'on peut apporter. Parce que quand nous, on a eu des coups durs et qu'on a eu besoin de ces gens-là, ils ont toujours répondu présent. Parce que c'est bien de monter des affaires, mais si on n'a pas tout ce staff qui travaille en dessous... Et qui connaît bien l'entreprise, le fonctionnement, c'est quand même un gain de temps. Bien sûr. Et une qualité tout à fait, de travail. La force de l'entreprise, ce sont ces gens-là. Et un employé en difficulté comme Jean-Paul, que ce soit au casino, dans un restaurant, dans une banque, dans une mairie, c'est en plus un exemple pour tous les autres. Parce que lui vient travailler, il marche pendant 4 heures, il porte des assiettes, il fait des allers-retours, il piétine, et avec le sourire. Et même quand il a mal, il est avec le sourire et il dit rien. Donc c'est difficile après pour quelqu'un qui... Ça permet de relativiser, vous voulez dire. Voilà. Toute la bobologie, du coup, elle est tombée un petit peu en désuétude. Voilà. Plus personne n'y fait attention, et puis personne n'ose dire je suis enrhumé aujourd'hui, je ne viens pas. Ils se disent non, je peux pas laisser Jean-Paul... Je peux pas le laisser comme ça juste parce que moi j'ai le nez qui coule. Alors puis il prend sa voiture tous les jours, il vient, il fait le travail, et le soir il repart en voiture, et tous les vendredis il va chez son prothésiste, et tous les samedis il va marcher dans la forêt. J'ai juste le nez qui coule. Voilà, faut pas exagérer. Donc pour vous, ça n'a pas été un frein et plutôt une force finalement. Absolument. Pour l'entreprise, c'est une force. C'est une force parce que il est presque en fait, si on devait faire un cortège, il serait devant, et parce qu'il a une force de caractère incroyable. Sa nature aussi a bien sûr contribué. Bien sûr. Ouais, une bonne nature. C'est, en fait, il est leader. Voilà. C'est un leader. Il peut avoir n'importe quel handicap. Un leader, c'est pas par le physique, c'est par le mental. Voilà. C'est la crédibilité, c'est pas le pouvoir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Crédibilité, exemplarité. Très bien, Monsieur Ajus. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre collaboration et votre témoignage, et puis une bonne continuation dans votre activité. Voilà, donc ce témoignage. Donc, vous voyez que l'implication de l'employeur est indispensable, fondamentale. Bien évidemment que tout ça s'est fait avec des acteurs qui étaient très volontaires et impliqués. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci bien. Alors, c'est vrai que
donc le directeur a insisté beaucoup sur la prise en charge en amont, l'importance Oui. de la prise en charge en amont, comme on peut avoir dans une conduite de projet, parce que là, il y a un projet qui est celui de la réintégration de la personne dans son travail, avec des phases de phase de test, d'expérimentation. Enfin, et donc, la question, c'est la visite de reprise, oui, qui semble mal connue, hein, semble-t-il, par les personnes. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus quel est l'intérêt de cette visite et qu'est-ce qui s'y joue dans cette visite de pré-reprise, dans le processus? Donc, la visite de pré-reprise permet de recevoir les salariés alors qu'ils sont encore en arrêt de travail et permet du coup d'anticiper la reprise, de pouvoir prendre contact avec l'employeur aussi en amont, évaluer la situation de la santé du salarié, de ses capacités résiduelles, etc. Et aussi de voir quelle organisation on peut mettre en place au sein de l'entreprise, voir ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, comment on va gérer les choses. Et effectivement, plus c'est pris tôt, plus on arrive à adapter au mieux les choses pour que le salarié puisse reprendre dans des bonnes conditions, et aussi au sein de l'entreprise, parce qu'il faut que tout marche, c'est-à-dire qu'il faut que le salarié soit bien, mais comme là dans cet exemple, il faut aussi que ça se passe bien aussi dans l'équipe, pour pas que le salarié soit stigmatisé, et qu'il y ait aussi un équilibre entre tous, et que ce soit fluide entre les différents acteurs. Et ça, le fait de prendre très en amont les choses permet aussi que chacun trouve sa place dans ce reclassement, le salarié, l'employeur, l'équipe, et que chacun se passe aussi à cette nouvelle organisation tranquillement. Voilà. Donc c'est sûr que cette visite de pré-reprise, elle est essentielle. Essentielle. Et au niveau comment dire, du processus, est-ce qu'il y a eu des ajustements, je dirais, par rapport à ce qui était proposé, aussi bien en termes d'horaire qu'en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a eu des ajustements? On a essayé, on a ajusté. Comment ça s'est passé, ce processus? Tout à fait. Donc, vous avez vu dans ma présentation, c'est quelqu'un que j'ai revu. Donc, sur des choses comme ça, on revoit les gens de façon très rapprochée. Donc, moi, je fais à peu près une visite par mois, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de temps pour voir si ça marche. Et puis, donc, je reçois le salarié au cabinet. Et après, évidemment, il y a toujours un échange avec l'employeur après la visite pour savoir donc, comment ça se passe pour le salarié et comment ça se passe pour l'employeur. Et échanger sur moi ce que je pense qui serait mieux pour l'aider, est-ce que c'est possible de le faire, etc. Donc, c'est vraiment un travail en lien permanent avec l'employeur pour peaufiner au mieux l'organisation. Effectivement, là, il y a eu des ajustements qui ont été faits sur les jours, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, ce fameux vendredi, la possibilité d'utiliser les toilettes. Oui, effectivement, il y a toujours besoin d'ajustements. On n'arrive jamais à trouver du premier coup, c'est rare. Voilà. Sinon, il y a une question qui était posée par une personne. Lorsqu'un médecin du travail prescrit des préconisations, celles-ci sont-elles obligatoires pour l'employeur? Est-ce qu'il y a un côté d'obligation de l'employeur de suivre ce que vous préconisez? Alors, le médecin du travail est le conseiller de l'employeur. D'accord? Donc, ça n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc, à nous d'arriver à créer le lien pour arriver à d'avoir un lien de confiance avec l'employeur pour trouver ce qui lui va aussi. C'est aussi beaucoup de contraintes pour les employeurs que de mettre en place certaines préconisations qu'on peut faire. Donc, il faut dialoguer. En fait. Il faut être présent, il faut se parler et communiquer. Ça marche, non? Voilà, on arrive toujours à… Il faut que tout le monde soit content et que tout le monde arrive à trouver du bénéfice dans ces reclassements pour que ça marche. Et ça ne passe que par le dialogue et de trouver des compromis d'un côté, de l'autre, etc. Et je pense que le rôle du médecin du travail est vraiment le rôle de médiateur entre les différents acteurs pour arriver à trouver des solutions pour tous et que ça soit positif pour tout le monde. Très bien. Et alors, pour conclure, je dirais, cette présentation qui était très intéressante, d'un point de vue en tout cas, quel conseil aux entreprises vous donneriez en matière de maintien dans l'emploi, à travers ce cas,
quel conseil général voilà, vous donneriez aux entreprises, vous pourriez donner aux entreprises pour cet enjeu du maintien dans l'emploi de leurs salariés? Le conseil que je peux donner, c'est de communiquer avec leur médecin du travail, hein, communiquer avec le service de santé au travail. On est là pour les aider et je pense que voilà, il faut… Et voilà, on a un lien facile. Hein. Nous, c'est facile pour nous de communiquer avec les salariés. On est dans le secret médical, donc ils se livrent. On est très au courant des situations. Et du coup, on peut les aider sur la communication entre le salarié et eux et de trouver des solutions. Et c'est vrai que quand ils ont des gens qui sont en arrêt depuis un moment, c'est bien de prendre contact avec nous. Nous, après, on peut aussi prendre contact avec d'autres acteurs pour inciter ces demandes de visite de pré-reprise, hein, puisque la visite de pré-reprise ne peut être à l'initiative de l'employeur ni du médecin du travail, mais du salarié ou du médecin conseil de la Sécu ou des assistantes sociales. Donc, tout ça, voilà, en fait, il faut, je pense, essayer d'inciter le salarié à prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir mettre les choses en place bien en amont de la reprise. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des… Bon, je n'ai pas de questions supplémentaires via le chat. Donc, si on peut donc conclure là et peut-être y revenir de toute façon dans le débat qu'on ouvrira à la fin des deux témoignages. Je pense qu'elle sera un temps où les personnes pourront s'exprimer sur l'ensemble des témoignages. Donc, on va peut-être passer à ce moment-là au deuxième témoignage. Donc, je vous remercie. Merci à vous surtout, et ainsi qu'à Monsieur Billerac. Donc, le second témoignage, c'est Cap Emploi 83 par rapport au conseil en évolution professionnelle. Donc, on va en savoir plus là-dessus. Donc, avec l'intervention de Madame Martinet, hein, qui est responsable du service aux employeurs, recrutement et maintien dans l'emploi, et également de Madame Le Breton, qui est chargée de mission de maintien dans l'emploi, donc au Cap Emploi 83. Donc, voilà, je vous laisse pour présenter l'offre de service du Cap Emploi et puis quelques exemples qui illustreront voilà, cette offre. Bonjour à toutes et merci en tout cas pour ces témoignages forts qui nous permettent de bien prendre conscience de l'importance de la volonté à la fois du salarié mais également de l'employeur qui sont une des clés de la réussite. L'appui des services santé au travail, bien sûr, mais l'ensemble des partenaires du maintien dans l'emploi, dont Cap Emploi fait partie. Et donc, nous allons faire cette présentation à deux voix pour vous parler de tout ça. Donc, juste très rapidement pour replanter le décor, Cap Emploi dans le Var est porté par l'association AVI, Association varoise pour l'intégration par l'emploi, qui rassemble 42 salariés. Et nous sommes spécialisés dans le domaine du handicap, du recrutement, du maintien dans l'emploi, mais également de l'évolution et de la transition professionnelle. L'association AVI dans le Var porte deux services, le Cap Emploi, dont je vais vous parler bien sûr, mais également le service Saphir, qui accompagne les personnes en situation de handicap bénéficiaires du RSA et des minima sociaux. Le Cap Emploi, c'est un réseau national, c'est un organisme qui est membre du service public de l'emploi, dont nous sommes aux côtés de Pôle emploi et des missions locales. C'est un organisme de placement spécialisé. Un réseau qui rassemble 98 structures indépendantes et nous sommes un service de proximité auprès des travailleurs handicapés, mais également des employeurs privés et publics. Et nous avons une représentation nationale qui est donc KEOPS, qui est le Conseil national du handicap et d'emploi des organismes de placement spécialisés. Donc, les deux axes principaux de Cap Emploi sont les suivants. L'axe 1, c'est l'accompagnement vers l'emploi, avec des équipes dédiées à l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui vont travailler sur le projet professionnel, qui vont travailler sur des mises en situation au sein des entreprises, des PMSMP, des périodes de mise en situation professionnelle pour valider ou invalider des projets professionnels dans les entreprises, qui vont travailler, qui vont aider les personnes à accéder à des formations également. Et nous allons également accompagner les employeurs privés et publics dans leur recrutement. Donc ça, c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est l'accompagnement dans l'emploi. C'est tout ce qui relève du maintien dans l'emploi, mais également du conseil en évolution professionnelle. Et dans le cadre du maintien dans l'emploi, il s'agit d'apporter des solutions
techniques, parfois techniques, des aménagements des postes de travail en entreprise. Et ça peut être également des solutions organisationnelles. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple qui a été donné précédemment avec l'organisation du travail. Ça peut être aussi des solutions formatives, aider le salarié en difficulté sur son poste de travail et pour éviter un licenciement pour inaptitude médicale. C'est aussi aider le salarié à se former à un autre métier pour être maintenu dans l'entreprise. Donc, c'est aussi de la recherche de solutions financières pour accompagner l'employeur à maintenir son salarié au poste de travail. Donc, tout ça, évidemment, c'est un travail qui se fait en étroite collaboration avec un ensemble de partenaires. Et nous sommes bien entendu pour exercer notre mission financés par l'AGFIP, que vous connaissez, le FIP, le FIPHFP, Pôle emploi. Et pour le service Saphir, c'est le département du Var qui finance, ainsi que les fonds européens. Donc, pour ce qui concerne l'activité maintien dans l'emploi, donc l'axe 2 du Cap Emploi, en 2005, s'est créé un comité de pilotage régional sur le maintien dans l'emploi. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui travaillent en synergie. Dans ce comité, on y retrouve la Direct, la CARSAT Sud-Est, l'AGFIP, PACA Corse, l'association régionale des caisses de la mutualité sociale agricole. On y retrouve également la DRSM, Présence, qui rassemble l'ensemble des services santé au travail, KEOPS, des services sociaux de la mer, région sud, l'Observatoire régional des métiers et l'Observatoire régional de la santé. L'objectif de ce comité, c'est évidemment de favoriser le maintien dans l'emploi et de réduire le nombre d'inaptitudes médicales au niveau des entreprises. Ce comité a en fait cadré son travail dans le cadre d'une charte régionale maintien dans l'emploi. C'est important, ça montre bien la force du partenariat et tout ce réseau, tout ce maillage qui a été mis en place. Une charte a été rédigée justement pour rappeler les politiques de maintien dans l'emploi qui ont été déterminées. Donc, ça permet à la fois de les rappeler, mais également d'en faire la promotion, de concourir à une offre globale de services aux personnes pour leur orientation professionnelle et surtout de rendre plus lisible l'offre existante d'accompagnement et des différents dispositifs qui existent dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc, le maintien dans l'emploi, je vous en ai parlé. Le conseil en évolution professionnelle est un axe fort qui s'adresse à l'ensemble des actifs. Donc, je vais laisser la parole à Linda Le Breton qui va faire du lien, qui va vous faire une présentation de situation. Donc, en fait, on a été désigné comme opérateur de conseil en évolution professionnelle par le gouvernement, et notamment pour les actifs, ce qui était tout nouveau dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc, grosso modo, le conseil en évolution professionnelle, c'est de permettre à la personne qui est reconnue travailleur handicapé de faire le point sur sa situation professionnelle, de formaliser si elle a besoin son projet d'évolution professionnelle et d'être accompagnée dans la mise en œuvre de son projet. Ce conseil peut se faire à la fois quand la personne est en emploi et qu'elle a envie d'évoluer, mais ça peut se faire aussi quand la personne est en arrêt. Je vais citer quelques exemples, justement pour anticiper le risque de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire anticiper un éventuel licenciement qui parfois, pour des raisons d'organisation, de situation de handicap, etc., le reclassement en interne n'est pas possible. Et donc, on va anticiper sur un reclassement externe. Donc, les sollicitations dans le cadre du CEP, ça peut être prendre du recul sur sa situation, progresser au sein de l'entreprise, évoluer dans sa fonction, changer de métier complètement, identifier ses nouvelles compétences et puis trouver la formation. Il y a tout un travail d'ingénierie de formation, ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. Donc, je vais vous citer un exemple, en sachant que je vais revenir sur ce qu'a dit le docteur Julien et sur l'importance en fait, de ces visites de pré-reprise quand on a des situations de personnes qui sont en arrêt, parce que la visite de pré-reprise, elle va permettre au médecin de faire le lien avec l'employeur et en fonction de la situation de handicap, en fonction de l'évolution et puis de ce que peut proposer l'entreprise, parfois, il n'y a pas de possibilité de reclassement en interne, c'est-à-dire que l'aménagement de la situation de travail n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de poste qui pourrait correspondre pour la personne. Donc, en fait, je vais citer deux situations.
Mais on travaille toujours en partenariat dans ces situations. C'est-à-dire que quand on conseille la personne, il faut faire le lien avec le médecin du travail, avec l'employeur, etc. Parce que c'est important de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, je vais prendre la situation de Madame D, qui nous a sollicité en direct, puisqu'on peut être sollicité à la fois par le salarié, à la fois par le médecin du travail, mais aussi par l'employeur. Là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, on a été sollicité directement par la salariée qui, elle, était en arrêt maladie et qui était un peu démunie. Elle occupait un poste de commercial où elle avait beaucoup de déplacements pour une grande entreprise. En sachant que cette entreprise, elle était basée à l'étranger. Donc, elle était vraiment commerciale terrain. Et on va dire qu'il n'y avait pas dans la région d'autres postes possibles qu'à part ce type de poste, en fait. Elle a eu une maladie invalidante qui a fait que les déplacements en véhicule devaient se réduire. Et donc, par rapport à son poste de commercial, une reprise d'activité n'était pas forcément envisageable. Donc, on a proposé dans un premier temps, et ça en accord avec le médecin du travail et la cellule dont a parlé Madame Serrière, qui est la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est une cellule mise en place par la CARSAT, donne la possibilité en fait de faire un bilan de compétences pendant son arrêt maladie à la personne. Donc, avec accord, bien sûr, de la sécurité sociale, notre accord et un financement du bilan de compétences qui se fait par la GFI. Donc, voilà, ça, c'est une des choses qui est possible. Donc, il y a l'accord du médecin du travail à avoir, l'accord du médecin traitant, l'accord de la cellule CARSAT. Et une fois qu'on a tous ces accords, la personne peut réaliser son bilan pendant son arrêt maladie, ce qui permet vraiment d'anticiper et de réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle. Là, pour le cas de cette personne, c'était ça. Il fallait vraiment qu'elle réfléchisse à un nouveau projet. Pendant son bilan de compétences, le projet qui a été validé, c'est diététicienne, pour plein de raisons. Parce qu'elle avait un très bon réseau, parce qu'elle a fait des stages en entreprise dans ce domaine-là, et surtout parce qu'elle pouvait aussi créer son activité, ce qui lui permettait, du fait de sa pathologie, de pouvoir gérer tous les soins qu'elle allait de toute façon devoir mettre en œuvre. Donc, ce projet a été validé. Et ensuite, je l'ai revu et on a travaillé sur ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire comment je vais mettre en œuvre ma formation qui dure 2 ans, comment je vais la financer, comment ça va s'organiser. Dans son cas de figure, en fait, elle ne pouvait pas faire cette formation qui était trop longue en tant que salariée et d'autant plus en arrêt maladie. Donc, on a anticipé, puisqu'on a la chance, nous, d'avoir un service en interne qui travaille en lien avec Pôle emploi. Donc, moi, j'ai fait appel à mes collègues pour qu'on puisse anticiper et réfléchir lorsqu'elle serait licenciée pour inaptitude, travailler sur est-ce qu'il va y avoir un financement possible, qui va rémunérer en formation, etc. Si bien que cette personne, quand elle s'est inscrite à Pôle emploi, mon collègue avait déjà toutes les informations, les documents, on avait déjà monté en fait la demande et donc on avait déjà eu l'accord que cette formation allait pouvoir être financée dans un cofinancement AGFIP Pôle emploi. Attention, ce cofinancement AGFIP Pôle emploi, il suit des règles bien précises, etc. Donc, je ne vous les formalise pas, mais on a vérifié tout ça en amont pour qu'elle puisse, lors de son inscription à Pôle emploi, directement enchaîner sur sa formation. Donc, on a fait le relais ensuite avec les services de Pôle emploi, avec le médecin du travail, etc. Et cette personne est actuellement, elle finit là sa formation. Et donc, elle commence à mettre en place sa création d'activité. Elle a eu beaucoup de contacts puisqu'elle a fait des stages en entreprise. Donc là, elle est en reclassement externe et tout se passe très bien. Ça, c'est un exemple d'anticipation en fait, du risque de désinsertion professionnelle. Le deuxième exemple, là, c'est un exemple où on a été sollicité directement par un médecin du travail qui a vu donc en visite de pré-reprise une personne qui était coiffeuse et qui est devenue allergique aux produits, mais qui avait aussi des troubles musculo-squelettiques. Donc, elle avait un cumul de pathologies. Et donc, comme il y avait le médecin du travail avait fait le lien avec l'employeur, il avait fait une étude de poste, etc. Et donc,
il n'y avait pas de possibilité en fait de reclassement en interne parce que peu de postes au sein de l'entreprise, encore une fois, et peu de postes adaptés à sa situation de handicap. Ce n'était pas possible. Donc, il y avait un risque d'inaptitude probable. Et donc, le médecin du travail nous a sollicité en disant, voilà, est-ce qu'on peut anticiper parce que cette personne, elle a 20 ans de carrière, c'est compliqué. Voilà. Donc, on a fait, de même que pour la situation précédente, on a mis en place un bilan de compétences, toujours financé par la GEFIP, toujours en accord avec la cellule PDP de la CARSAT et le médecin du travail. Et puis, cette coiffeuse, elle a réalisé des stages en entreprise et en fait, elle va s'orienter vers un projet de formatrice. Elle avait déjà plus ou moins une promesse d'embauche en fait, d'un organisme de formation dans lequel elle avait fait son stage pour de la formation en français langue étrangère. Donc, c'était assez ciblé. Dans ce cas-là, comme la formation était relativement courte, parce que c'était une formation qui dure 6 mois, on peut, pendant un arrêt maladie, monter un dossier de ce qu'on appelle transition pro-PACA. Transition pro-PACA, c'est ce qui remplace en fait le fonds GESIF, pour faire court. Et donc, ça permet à un salarié, dans l'évolution professionnelle, de suivre une formation. Donc, on peut monter un dossier avec l'accord de l'employeur pour que la personne puisse suivre une formation en tant que salarié, en sachant que le premier jour d'entrée en formation, elle ne sera plus en arrêt maladie, mais elle fera toujours partie des effectifs de l'entreprise. Elle suit sa formation et à l'issue de la formation, elle revoit le médecin du travail qui, de fait, la met inapte. Donc là, c'est un gros travail de partenariat avec le médecin du travail parce qu'il l'a vu avant, la veille de l'entrée en formation et puis il la verra le jour de la fin de la formation. Et puis, ça a été un gros travail avec l'employeur parce que sans l'accord de l'employeur, on ne peut pas mettre en place ce dispositif. Là, en l'occurrence, l'employeur, comme il y a une prise en charge du salaire de la personne et qu'il y a une prise en charge du coût de la formation, finalement, en termes de coût, ça lui revenait à rien. Donc, il a joué le jeu, il a dit « Ok, pas de souci, je veux bien qu'elle fasse partie des effectifs, qu'elle fasse sa formation, et puis on mettra en place le licenciement à l'issue de la formation. » Ce n'est pas le cas de tous les employeurs, mais là, ça s'est passé comme ça, et ça s'est très, très bien passé. Voilà. Très, très bien. Merci pour cette présentation à la fois sur le dispositif et sur ces deux exemples différents l'un de l'autre, ça qui était intéressant. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une synergie, je dirais, entre la problématique du maintien qui est, on peut maintenir dans l'entreprise ou pas, et justement là, on a l'opportunité qu'offre ce dispositif d'évolution professionnelle à travers la bilan de compétences pour apporter des réponses lorsque l'entreprise elle-même ne peut pas apporter la réponse, comme c'était le cas de l'exemple du casino. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a là deux démarches complémentaires qui permettent de trouver une réponse pour le salarié selon le cas. Alors, une question que je me posais, c'est je dirais que le bilan de compétences permet donc de pouvoir ouvrir des marges de manœuvre pour pouvoir se reconvertir dans un autre métier, etc. Et est-ce que vous suivez les personnes après pour savoir qu'est-ce qu'elles deviennent dans leur nouveau métier? Est-ce qu'elles rencontrent des difficultés? Est-ce que c'est toujours une réussite? Est-ce que parfois ça peut être, il peut y avoir des problèmes? Est-ce qu'il y a un suivi une fois que la personne... Oui, enfin, il y a un suivi qui de fait se fait parce que souvent les gens me recontactent pour me tenir informée. Et puis aussi, comme on est deux services distincts mais en lien, moi, je sais par quelle personne de l'autre service elles sont suivies, en fait, ces personnes. Donc, j'ai forcément des informations sur où elles en sont dans leur parcours de formation ensuite, comment ça s'organise, comment ça se met en place, etc. La plupart du temps, ils me tiennent informés. Alors, effectivement, il peut arriver qu'il y ait comme partout, qu'il y ait des difficultés et que les choses ne se mettent pas en place comme prévu.
Mais l'idée, quand même, c'est vraiment la personne, ça lui permet de pouvoir se projeter et de pas. Avant, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et en fait, ça peut être très traumatisant pour quelqu'un de perdre son emploi, en fait, d'être licencié comme ça, parce qu'en plus, il a des difficultés médicales. Ce n'est pas une volonté, etc. Et donc, là, le fait de pouvoir anticiper, c'est juste permettre à la personne de se projeter et de dire « Ah bah oui, je peux aussi faire ci, faire ça, me reclasser en extérieur, il existe telle ou telle possibilité. » Effectivement, il y a des gens, à l'issue du bilan qu'on va proposer, on se rend compte qu'il leur faut plus de temps parce qu'ils ont besoin d'acceptation de leur situation de handicap, ils ont besoin de faire un deuil qui va durer plus de temps. Mais au moins, c'est verbalisé, c'est dit, ils en ont conscience et du coup, il y a autre chose qui peut se mettre en place. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de temps qui est importante, effectivement. Je voulais ajouter aussi, on parle de sécurisation de parcours, donc on peut avoir des parcours professionnels, des parcours d'insertion. Donc l'idée à retenir, c'est vraiment que la personne, elle n'est pas seule. Il ne faut pas qu'elle se retrouve isolée. Et tout ce maillage, tout cet écosystème permet à la personne d'être prise en relais selon l'étape de parcours. Donc c'est vraiment l'esprit. Que la personne puisse s'orienter, être orientée par différents partenaires et qu'elle ne se retrouve pas isolée, comme le disait Linda, et en difficulté à ne plus savoir quoi faire, qui voir, etc. Ok, très bien. Est-ce que, bon, il ne faut pas hésiter je parle aux participants, hein, à poser des questions ou à faire des remarques ou des commentaires. C'est sûr que la forme à distance est moins conviviale et propice aux échanges que la forme en présentiel. Mais bon, n'hésitez pas à interagir avec les intervenants. Sinon, je crois qu'il y a une suite au PowerPoint que vous aviez prévu sur la fusion Cap Emploi, Pôle Emploi. Peut-être que c'est intéressant aussi de donner ces informations-là. Vous avez parlé de quoi? De fusion? Là, ce qu'on a là, le rapprochement entre Pôle Emploi et Cap Emploi. Voilà, donc c'était juste, oui, je vous remercie pour cette transition. Rapidement, si on a le temps, effectivement, c'était pour donner cette information. Donc, nous sommes bien en phase de rapprochement avec Pôle emploi et non pas en phase de fusion. Donc, les termes sont importants. Donc, c'est vraiment du rapprochement dont il s'agit. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos gouvernants sont partis de constats qui sont plutôt décevants, et notamment au rapport de l'obligation légale d'emploi, à savoir que le quota de 6% chez les employeurs privés publics n'est pas respecté. On est à 3,5 dans le secteur privé et à 5,5 dans le secteur public, que par ailleurs, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap reste le double du taux de chômage moyen. Et donc, il avait été également pointé une complexité administrative, des mesures qui s'empilent, beaucoup d'intervenants, les personnes disant on ne sait plus qui fait quoi, comment faire. Donc, bref, suite à ces différents constats et suite au rapport de l'IGAS qui souhaitait qu'il y ait une meilleure identification et des besoins d'articulation du service public, suite à une expérimentation qui a été faite avec des agences Pôle emploi, 13 agences volontaires pendant 2 ans, qui se sont mobilisés pour accueillir des personnes en situation de handicap, suite à différents groupes de travail, de réflexion, etc., il a été décidé par le gouvernement, et le choix du scénario a été celui-ci, c'est bien de rapprocher Pôle emploi et Cap emploi et pas de fusionner. Donc, à l'automne 2019, nous avons donc eu cette information officielle, et donc nous avons travaillé sur la mise en œuvre du rapprochement depuis janvier 2020, 19 sites pilotes, dont le Var fait partie. Donc, depuis octobre 2021, il y a eu une généralisation France entière de ce rapprochement. Et très concrètement, ça veut dire quoi ce rapprochement? C'est que nous sommes donc sur un lieu unique d'accompagnement au sein des agences. Et l'ambition du programme, c'est bien d'améliorer l'accès ou le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap, de renforcer nos complémentarités, puisque même si précédemment nous travaillions ensemble, l'idée, c'est de travailler encore plus ensemble avec une offre de services intégrée et de développer des partenariats avec l'ensemble des acteurs économiques. Donc, création d'un lieu unique d'accueil. Vous aurez accès, le support va être diffusé, donc vous aurez bien entendu accès au Pontoon, qui est en fait une petite vidéo qui présente de manière très simplifiée l'esprit et l'objectif de ce rapprochement. En tous les cas, aujourd'hui, dans toutes les agences Pôle emploi France entière,
on y retrouve une équipe spécifique pour recevoir et accompagner les personnes en situation de handicap. Donc, cette team handicap, c'est comme ça qu'elle a été baptisée, rassemble en fait des conseillers de Pôle emploi qui ont des portefeuilles à dominante de personnes en situation de handicap. 50-60% de leur portefeuille sont des personnes en situation de handicap. On y retrouve évidemment l'expert, ce qu'on appelle l'expert Cap Emploi, qui a un portefeuille de 100% de personnes en situation de handicap, qui sont des personnes qui ont un fort besoin de rétablissement et de compensation. On nous retrouve également la psychologue clinicienne de Cap Emploi, mais également une chargée de mission de Cap Emploi qui va travailler sur l'accompagnement et sur la transition, et aussi l'ensemble de la psychologue du travail de Pôle emploi. Voilà, donc une team au service des personnes en situation de handicap, mais également au service des employeurs privés et publics pour les accompagner dans leur recrutement. Donc, avec comme objectif, vous l'avez compris, améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est important de vous rappeler cette information puisque c'est généralisé et qu'ensemble, on va vraiment essayer de tendre à ces résultats, en tout cas à ces objectifs. Très bien, merci pour ces informations, effectivement utiles à avoir. Donc, avant de donner la parole à Marc Plétien pour conclure le webinaire, je pense qu'on peut se prendre un petit temps d'échange avec l'ensemble des participants. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'ai une question que, voilà, pourrons-nous avoir votre slide? C'est posé à la personne. Ben oui, je pense que les supports seront mis sur le site, je suppose. Donc oui, la réponse est oui. Une entreprise de plus de 2000 salariés peut-elle avoir accès, même avec accord et sans optation, des 6%? Pour une entreprise, donc, gros effectifs. Plus de 2000 salariés, oui. Qui a signé un accord? Je lis la question. Après, une entreprise de plus de 2000 salariés peut-elle avoir accès, donc je suppose au dispositif, même avec accord et sans optation des 6%? Voilà. Donc, elle peut bénéficier des services du Cap Emploi, oui, tout à fait. Mais elle ne pourra pas bénéficier des aides de la GEFIP puisqu'elle a signé un accord et qu'elle n'a pas ces 6%. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une question précise, une réponse précise. Donc, voilà, la parole est donnée pour des échanges. Bon, sinon, moi, j'ai une question. Alors, je vais la poser peut-être de façon générale. C'est là, donc, on est effectivement sur la problématique importante du maintien dans l'emploi de personnes avec des inaptitudes suite à des accidents ou des maladies professionnelles. Et donc, moi, ça me faisait penser au maintien dans l'emploi par rapport aux seniors. Est-ce que, vous allez dire c'est autre chose, mais est-ce que finalement, on est un peu dans les mêmes démarches? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont formulées? Est-ce qu'on est un peu dans des démarches similaires? Enfin, je me posais cette question par rapport à la problématique du maintien dans l'emploi des seniors. Donc, je ne sais pas qui peut répondre. Alors, moi, j'ai un exemple très concret d'une situation d'une salariée qui a 62 ans donc, et qui ne pourra pas pour le moment avoir sa retraite. Donc, elle doit au moins travailler jusqu'à 67 ans, en fait, 67, 68 ans. Et du fait de sa situation de handicap, là, ça devient de plus en plus difficile au niveau emploi. Et on a travaillé en lien, toujours pareil, avec le médecin du travail et l'employeur. Et on a pu demander un dossier de transition pro qui, je les remercie, a pu passer. Donc, elle va pouvoir bénéficier d'une formation de reclassement. Mais ce n'était pas effectivement, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que la personne, heureusement, a été mobilisée, mais c'est un volet qui nous est de plus en plus, on a de plus en plus de personnes qui sont vraiment en difficulté, de seniors. Et c'est vrai que du coup, la prise en charge est différente, mais on s'adapte maintenant à ça. Pour vous donner une idée de notre activité en 2020,
Mais cette activité, elle est menée évidemment en lien avec les services santé au travail, puisqu'on n'intervient pas seul, bien entendu, vous l'avez compris, c'est tout un dispositif qui se coordonne. 46% des personnes auprès desquelles nous sommes intervenus, salariés, ont plus de 50 ans. Ça vous donne une idée de la typologie du public. Et l'âge moyen des personnes prises en charge, c'est 48 ans. Voilà. D'accord. Population vieillissante. Oui, tout à fait. Il va falloir tenir dans la durée. D'où l'importance de la prévention et effectivement d'avoir une attention très particulière pour éviter justement une dégradation, une aggravation du handicap et anticiper tout ça. Oui, oui, avec l'enjeu de l'allongement du temps de travail. Du temps de travail. Du temps de travail. Alors, il y a une question sur le chat. Comment mieux accompagner les personnes en situation de handicap dont l'état de santé se dégrade dans des entreprises adaptées ou dans des ESAT? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Je pense que c'est la directe qui va pouvoir répondre. La dette, Madame. Oui, ce n'est plus la directe. Peut-être Madame Villadoma. Oui. Personnellement, non. Pour nous, un ESAT, pour nous, inspection du travail. Un ESAT, c'est un établissement un peu comme les autres. Il y a des interlocuteurs qui sont le médecin du travail, qui sont les services sociaux, de la même façon que dans les autres entreprises. Donc, je pense que ce qui est vrai pour une entreprise lambda est aussi vrai pour un ESAT. Alors, les aides de la GFIP sont mobilisables dans le milieu dit ordinaire. Donc, c'est vrai que c'est pour le milieu des ESAT, c'est un traitement différent. Oui. C'est peut-être pas les mêmes partenaires financiers, mais il y a des choses qui sont mobilisables aussi. Et je pense que dans la structure ESAT, ils ont des relais pour travailler aussi au maintien dans l'emploi des gens qui sont dans leur structure et qui peuvent les accompagner. Ceci dit, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Il se peut qu'au niveau de la DRETS, au niveau régional, puisque maintenant, ce n'est plus la directe, c'est la DRETS, il y ait des gens qui puissent répondre plus précisément que moi. Je suis juste inspection du travail. Je ne suis pas dans les services du niveau régional. Oui, vous soutiez. Voilà, donc pour les personnes en situation de handicap dont l'état de santé se dégrade, il faut faire appel aux médecins du travail. Nos interventions sont les mêmes, que ce soit des entreprises, quel que soit le type de l'entreprise. On intervient aussi bien en ESAT que exactement pareil. Pour nous, on fait la même chose. Donc, on est aussi l'interlocuteur qui peut intervenir pour ces problèmes-là et organiser des reclassements et ce genre de choses. Le médecin du travail est l'interlocuteur qui connaît. Moi, je m'occupe d'un ESAT sur Cogolin où j'interviens très régulièrement aussi, comme dans les entreprises, les autres. C'est pareil. Ok. Merci. Merci beaucoup pour tous vos témoignages et toutes les informations transmises. C'était, pour ma part, je trouvais ça très intéressant et informatif. Donc, a priori, donc là, il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, je vais peut-être donner la parole à Marc Létien, qui est membre du comité, pour pouvoir… Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai la charge de conclure cette matinale qui a été très, très riche en informations et en témoignages. Ça nous apporte des éléments supplémentaires pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont en difficulté. Donc, ça a été rappelé en début d'intervention, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap est le double que pour l'ensemble de la population.
Et dans notre département, c'est également la réalité. C'est partout sur le territoire national, cette problématique. C'est pour ça, justement, ce qui a été dit par Madame Le Breton sur le rapprochement de Cap Emploi et de Pôle emploi, c'est pour apporter des outils supplémentaires, une mutualisation de moyens pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi, une formation, un reclassement. Voilà. Et dans les exemples qui ont été donnés, celui de Jean-Paul en particulier, puisqu'il était en direct et a pu nous faire toucher du doigt le bien des visites de pré-reprise. C'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser, faire connaître. C'est un atout pour une réussite de reprise dans le milieu du travail. C'est très important de porter ce discours. Je pense que tous les participants ont bien noté cet élément-là. Et comme il l'a également souligné, c'est la chaîne dont il a pu bénéficier pour permettre le résultat qui est le sien, d'avoir repris une activité le plus normale possible par rapport à son handicap. C'est vrai que c'est une chaîne d'intervenants. Bon, il l'a évoqué aussi, il y a une difficulté administrative. Il faut du courage, il faut pouvoir enchaîner toutes les interventions entre la MDPH, entre la médecine du travail, donc la GFIP, enfin tous, Cap Emploi, bien évidemment, les séances de rééducation. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui est au bout du compte une réussite, dans la mesure où les pré-visites et les pré-reprises, les essais sur des nouveaux postes ou sur les aménagements de postes sont très importants à mettre en œuvre. Et dans les autres situations présentées par la suite, et on a vu que l'inaptitude, enfin, malgré une inaptitude au poste ou à la fonction, il y a une possibilité de rebondir en ayant un reclassement et en pouvant, par le biais de bilans de compétences financés par la GFIP ou par le FIF, hein, quand on est dans la fonction publique, il y a moyen de trouver son nouveau chemin. Et nous avons donc, par rapport à la qualité de travailleur handicapé, la possibilité de suivre des formations au sein des CFA. Enfin, il y a beaucoup d'organismes. Là, pour les CFA, on sait qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut, à tout âge, bénéficier d'une formation au sein de ce type de structure. Et il y a également, dans notre département, l'association l'ADAPT, qui a un ESRP, un établissement et service de rééducation professionnelle, de réadaptation professionnelle, qui propose également des formations et même en amont propose aussi un mode de bilan de compétences, mais qui est plus développé. Alors, je ne sais pas si Cap Emploi a déjà proposé à des personnes qui les ont contactées de pouvoir faire sur ce type de bilan proposé par l'ADAPT. J'ai pu en prendre connaissance. Je trouve qu'il est très bien conçu, mais il prend du temps, bien évidemment. C'est quelque chose qui se fait dans le temps et non pas en 24 heures ou 48 heures de séance. Mais enfin, c'est quelque chose quand même de très remarquable et qui permet justement… Comment ? Oui, on travaille en partenariat avec la DAT, c'est partie d'un de nos partenaires. D'accord. Et donc, ça permet de faire un choix de reclassement, de formation bien réfléchi et qui évite l'écueil d'un échec parce qu'on aura mal apprécié un nouveau métier ou un environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et j'avais noté également, parce que je vous ai écouté attentivement, mais voilà, donc il est certain que pour qu'il y ait une réussite également, il faut qu'il y ait une sensibilisation de tous les intervenants en entreprise. Ça n'a pas été trop évoqué, sauf avec l'intervention, bien sûr, du directeur du casino, de Cavalère. Mais il est important que les managers soient sensibilisés, qu'ils puissent appréhender l'accompagnement, le suivi de leurs collaborateurs qui se trouvent en situation de handicap, mais également les collaborateurs, les collègues salariés
qui sans eux, parce qu'on peut se retrouver en difficulté par rapport à des non-dits, par rapport à ce qu'on pourrait penser comme un avantage, comme un allègement qui est supporté par les autres, un allègement de travail qui est supporté par les autres. Et quand on fait une réunion d'information, moi j'ai le souvenir pour une collègue qui était malentendante, dans son service, ça se passait mal parce que les collègues ne comprenaient pas qu'elle ne puisse pas entendre, entre guillemets, quand on lui parlait dans son dos. Enfin bref, il y a des difficultés. Et elle avait contacté l'URAPEDA pour savoir comment elle pouvait faire pour qu'elle soit mieux acceptée par rapport à son handicap. Et avec l'employeur, ils ont convenu de faire une séance d'information auprès des salariés volontaires pour participer à cette petite réunion d'explication sur les conséquences, puisqu'on parle des conséquences, on n'évoque jamais le handicap, mais ce que produit les difficultés liées à l'handicap. Donc, après cette séance d'information, les collègues ont pu mieux appréhender, mieux accepter, entre guillemets, les difficultés de notre collègue et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et à l'issue de cette réunion, il n'y a plus de problème. Sérieusement, c'était quelque chose. Il y a eu un cap qui a été franchi à l'issue de cette réunion, et donc tout s'est bien passé par la suite. Donc il y a beaucoup d'informations, de sensibilisation à faire. Donc ça, c'est important, la sensibilisation. J'ai dans une autre situation, il y a quelques années, donc on vient de passer la semaine européenne de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc il y avait un thème sur l'illettrisme, enfin sur les difficultés de langage, etc., de compréhension. Et dans cette entreprise, ils envoyaient au cours de cette semaine, je vais faire court, au cours de cette semaine, des mails sur des thématiques, sur cette thématique-là en particulier, et un des salariés, en prenant connaissance de ce mail des difficultés, eh bien, il s'est identifié et a pu, en contact avec la médecine du travail et son chef de service en premier et la médecine du travail, pouvoir faire une démarche déjà de reconnaissance de la qualité de travail handicapé et de pouvoir être mieux accepté par rapport aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer au niveau du travail. Donc, on voit que l'information, la formation est très, très, très utile. Et pour conclure, parce que je pourrais en dire encore beaucoup, eh bien, le comité départemental de prévention des risques psychosociaux du Var organisera en 2022 2 matinales, dont la prochaine sera axée sur la prévention de l'inaptitude et de la désinsertion professionnelle. Je vous remercie. Très bien, merci Marc pour cette conclusion illustrée et puis qui permet également donc, de mettre les perspectives pour l'année 2022 de l'organisation des manifestations par le comité RPS-QVT du 83. Donc, il me reste à remercier vivement l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour la qualité de leur présentation, de remercier les participants qui ont suivi toute la durée de ce webinaire. Je ne sais pas si Evelyne veut dire 2 mots. Oui, moi je suis ravie par la qualité des interventions. J'ai été très touchée par le témoignage de Jean-Paul, salarié du casino, et par celui de son employeur aussi. Et je pense que des réunions comme celle-là qui seront diffusées, hein, on a un système qui nous permet de mettre les liens de connexion sur différents sites. La réunion, elle a été enregistrée et il y aura donc les liens qui seront déposés sur le site de la DREETS, pardon, je n'ai pas encore l'habitude.
sur le site de la CARSAT, sur le site de l'UPV et sur le site de l'AIST aussi, qui sont des partenaires habituels. Et je pense que les syndicats de salariés vont aussi être le relais de ce replay et que les entreprises, enfin, tous les gens qui sont concernés par ce maintien dans l'emploi pourront trouver ce webinaire et y trouver leur compte. Je pense qu'il est peut-être aussi important de le diffuser au centre de rééducation parce qu'on a vu que dans l'exemple de Jean-Paul, qu'il était encore en rééducation dans un centre de rééducation quand il a été orienté vers le médecin du travail la première fois. Et je ne sais pas si c'est des pratiques qui sont habituelles dans tous les centres de rééducation, mais je pense que la motivation aussi des centres de rééducation peut être quelque chose d'important. Pour y avoir été moi-même, je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont concernés, des jeunes et des moins jeunes, par ce genre de mésaventures. Donc, je vous remercie tous pour la qualité des informations que vous nous avez apportées. Je remercie tous les participants et les futurs spectateurs des replays et je vous invite en début d'année à venir voir la deuxième partie qui sera liée donc à cette prévention du handicap, parce que c'est bien de maintenir les gens dans l'emploi et de faire en sorte que des gens retrouvent un emploi, mais c'est encore mieux de faire en sorte que les gens ne soient pas, soient pas désinsérés de leur profession et pour des causes d'usure professionnelle, de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Donc, rendez-vous, je pense, fin janvier pour la deuxième partie de ce webinaire. Au revoir. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Bon Au week-end, revoir, merci bonne à fin de tout le monde. semaine et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.